Donc, on va reprendre. Cet après-midi, donc, on va reprendre les analyses dans Galaxy, mais on va donc s'orienter vers une analyse de données de type meta-barcoding. Donc, je vais reprendre en fait une présentation générale qu'on avait fait il y a quelques années avec un groupe de bioinformaticiens à Montpellier, au sein de la plateforme SourceGreen. Donc, je ne reprends pas, je n'ai pas fait de présentation nouvelle. Hein. Donc, sachant que là, il y a 99 slides, nous, on va faire une première partie de cette présentation et on va dérouler un peu le TD, mais en utilisant d'autres données que celles qui sont présentées ici. Donc, si ça vous intéresse de récupérer les slides et de les voir, vous pouvez taper SourceGreen Trainings sur Google et normalement vous avez cette page qui apparaît. Si vous allez ensuite dans MetaBarcoding, NGS MetaBarcoding, vous avez les tutos. Donc, c'était une formation qu'on avait donnée. Moi, j'avais participé il y a 4 ans. Et après, ça a évolué. Donc, il y a des spécialistes à Montpellier de la métagénomique qui ont enrichi le truc. Et là, je reviens dessus. Comme ça permet d'avoir une base de présentation. Et voilà, je ne suis pas expert après en métabarcoding, je précise, hein, mais c'est les grandes lignes. On va voir les grandes lignes. Donc, on va utiliser un workflow qui s'appelle Frogs, qui a été développé par la plateforme de bioinformatique à Toulouse. Donc, c'est un workflow déjà intégré dans Galaxy et un package R qui s'appelle Philosec. Si on a le temps, on verra peut-être un petit peu Philosec, mais bon, c'est pas sûr. D'autant plus que Philosec, il n'est pas fonctionnel dans l'instance Galaxy CaruBioNet. Comme c'est du R, on a eu des petites difficultés. Donc là, on va faire la première partie aujourd'hui, Frogs, qui est en fait l'obtention d'une table d'OTU à partir des données de séquençage brut d'ADN environnemental. Donc, si vous allez ici dans MetaBarcoding, vous avez ici Slides. Et vous arrivez sur cette page-là. Donc, je vais passer les premières diapos. Hein. J'ai été sur Slides dans Galaxy Trainings. SourceGreen Trainings. Et après, vous allez sur la page NGS MetaBarcoding. Et vous avez normalement Slides. Donc, ça va vous donner accès à des slides. C'est sur SourceGreen, non? Oui. Non, ce n'est pas sur SourceGreen.fr. C'est un autre site qui s'appelle. C'est le premier lien, si vous faites SourceGreen Training. Ça s'appelle SourceGreen Platform GitHub.io NGS Training. Voilà, normalement, vous arrivez là. Et ensuite, vous avez ici MetaBarcoding. Donc là, vous avez accès à la présentation plus globale. Hein. Je vais passer le début. Donc, initiation aux analyses de données MetaBarcoding avec Frogs. Donc, on va faire une petite introduction générale. Et première partie, donc, on va faire la partie practice 1. Donc, jusqu'à l'obtention d'une table d'OTU. OTU, c'est les unités taxonomiques, c'est Operating Taxon Units. Donc, ce sont des séquences représentatives de taxons qui sont obtenues à partir de
données de séquençage de type MetaBarcoding 16S. Donc, nous, on va aller jusqu'à l'obtention d'une table où on a pour chaque OTU un comptage pour les différentes conditions expérimentales. Donc, à l'aide de l'outil Frogs dans Galaxy. Alors, petit rappel et petite voilà, explication sur, en gros, oui. L'outil Frogs, c'est comme en voiture, comme en Oui. Shine. Oui, enfin, je ne les connais pas bien, ceux-là, mais c'est à peu près l'équivalent. Oui. C'est des outils qui sont similaires, qui permettent... C'est ça, oui. Oui, oui, Moncture, Shine, il y en a d'autres après qu'on va citer. Donc la métagénomique, c'est l'étude de la génomique environnementale, donc qui va permettre d'étudier les génomes à partir d'échantillonnages environnementaux, donc sans avoir besoin de cultiver ces micro-organismes. Donc ça va permettre d'avoir une représentation des communautés de micro-organismes qui sont présents dans différents échantillons environnementaux. Donc, bien sûr, il y a la bioinformatique qui intervient, qui est importante dans le process d'analyse. Donc, il y a l'aspect échantillonnage, l'aspect analyse bioinformatique et après l'aspect plus analytique, statistique. Donc, voilà, il précisait que les organismes peuvent être étudiés directement dans leur environnement sans avoir à isoler chaque organisme, chaque espèce. Donc, parce qu'il peut être difficile d'avoir à cultiver et maintenir en culture certains organismes, notamment l'avantage pour la métagénomique virale. Donc, on peut distinguer deux grandes catégories en métagénomique. C'est la métagénomique ciblée 16S, ou pas forcément 16S d'ailleurs, ça peut être ciblé sur des séquences qui sont conservées. Donc, généralement, pour les bactéries, on cible les séquences 16S qui sont bien représentatives des taxons. Donc, on a le MetaBarcoding 16S qui est utilisé pour caractériser les communautés bactériennes dans un environnement. Et à côté de ça, on a aussi la métagénomique plus large, shotgun, où là, on va séquencer, on ne cible pas une séquence particulière, on va séquencer tous les génomes qui sont présents dans un échantillon. Et on n'a pas de connaissance a priori de ce qu'on va cibler. On va séquencer tout, du virus, des bactéries, et après, on va reconstruire les génomes à partir de ça. Donc, la finalité est un peu différente entre les deux approches, et puis on verra que ce n'est pas non plus les mêmes coûts. Voilà. Après, il y a un petit tableau comparatif sur les coûts. Bon, je ne sais pas si c'est très à jour, parce que ça a été fait il y a quelques années. Entre la métagénomique shotgun, où on va aller séquencer toutes les séquences d'ADN dans un échantillon environnemental, et ce qui est appelé ici marker gene profiling, où là, on va cibler donc, des séquences particulières. Donc là, on a un coût beaucoup plus... un rapport de 10 par échantillon entre la métagénomique ciblée et shotgun. Donc, ça nécessite des besoins computationnels, des ressources informatiques qui sont plus importantes pour le shotgun, parce qu'il y a plus de séquences, plus de diversité de séquences. On ne cible pas forcément une même zone génomique. Sinon, la finalité aussi de la métagénomique shotgun est plus large. L'idée, c'est quand même plus d'aller chercher en fait d'aller jusqu'à la fonction des gènes, d'aller identifier des voies métaboliques, d'aller reconstruire carrément des génomes viraux complets. Donc, on n'est pas forcément dans la même philosophie. Donc là, il y a aussi encore un petit tableau comparatif.
Donc, on peut cibler, comme vous le voyez en haut, donc c'est la métagénomique ciblée qui va donc cibler des amplicons. On va cibler soit la séquence 16S ou 18S, ou alors ITS, selon les organismes qu'on cible. Alors qu'en shotgun, voilà, on va cibler, donc il n'y a pas d'amplification, ça ne nécessite pas de phase préalable d'amplification dans le cadre de la métagénomique shotgun. Et on va détecter voilà, tous les organismes vivants qu'il y a dans l'échantillon. Il y a aussi donc, la métatranscriptomique. Donc là, par contre, on va prendre dans un échantillon environnemental, mais on va cibler par contre les ARN. Donc, tout ce qui est en cours d'expression pour avoir une quantification de l'expression des gènes, mais sur différents organismes. C'est la métatranscriptomique. Donc, la stratégie globale, donc ça va être de cibler des... Donc, pour les bactéries, on va cibler le 16S, pour les eucaryotes, le 18S. Donc, et ça peut être d'autres marqueurs. On a spécifié le marqueur ITS aussi, qui est largement utilisé aussi en génomie. Donc, il y a c'est un gène ribosomal donc, qui a été défini comme étant représentatif et universel pour caractériser les taxons. Donc, il est très utilisé pour le métabarcoding. Donc, il y a plusieurs, beaucoup de projets de métagénomique ciblée. Donc, on va pouvoir aller étudier les communautés bactériennes. Voilà, c'est quelques exemples sur le sable des plages, les échantillons de moustiques pour aller voir les microbiotes au sein des moustiques, sur les coraux, sur des extraits de glace au niveau des pôles, la qualité de l'air dans les villes, la surface des toilettes. Voilà, il y a c'est des exemples de projets de métagénomique qui sont étudiés. Les fromages. Donc, ça va représenter, en termes d'analyse, on décompose en 3 grandes parties, la partie labo, bioinformatique et biostatistique. Donc, une première partie échantillonnage, une partie amplification dans le cadre de la métagénomique ciblée par amplicon, le séquençage, et ensuite une partie bioinformatique. Donc, nous, on va regarder cette partie-là. On va regarder les différents aspects d'outils qui permettent de faire ces étapes de déréplication, d'assignation taxonomique, clustering. Et ensuite, il y a une partie biostatistique, d'interprétation des résultats et de voir si ce qui est significatif entre les différents échantillons qu'on aura analysés. Donc, on verra si on fait cette partie biostats. Donc, en fait, on a des séquences au départ qui sont des séquences issues des boîtes de séquençage qui sont au format FASTQ. Donc, FASTQ, c'est le format standard de séquençage. On a l'information de séquence et l'information de qualité associée à chacune des séquences. Ce sont des séquences de 200, 300 paires de bases qu'on va ensuite analyser, qui vont être pris en charge par tout le process de bioinformatique. Donc, on a une première étape de pré-processing qui permet de supprimer les primers d'amplification qui peuvent apporter des biais après pour les analyses. Donc, on va supprimer ces primers d'amplification, filtrage selon la qualité, enlever les sources possibles de contamination. Donc, on va enlever aussi des contaminants potentiels. Et ensuite, donc, on va avoir une étape qui est appelée OTU picking, qui est en fait le clustering qui va permettre de
va voir une représentation, enfin des séquences représentatives de l'ensemble de nos échantillons. Et à partir de ces OTU, on va pouvoir faire de l'assignation taxonomique, donc dire cette séquence-là, qui a été retrouvée dans tel ou tel échantillon, bah, elle correspond à tel organisme, micro-organisme. Donc ça, c'est par BLAST. Donc ça va utiliser des programmes de recherche de similarité avec des banques déjà existantes. Donc ça, d'un côté, on va faire l'assignation taxonomique. Et d'un autre côté, on peut faire aussi de la phylogénie des différentes séquences qu'on aura détectées. Et à chacune de ces étapes, on va avoir la notion d'abondance de ces séquences qui vont être retrouvées, savoir si elle a été retrouvée en quantité, en forte quantité ou très faiblement. Et donc, ces informations vont être stockées tout du long. Et du coup, on va avoir des informations sur quelle séquence est plus ou moins abondante dans tel ou tel échantillon. Donc, à la fin, on a une table d'OTU avec un arbre phylogénétique associé. Et là, de ça, on va pouvoir faire de la visualisation et des études statistiques. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça, jusque-là? Oui, c'est vrai. Je veux savoir que Galaxy gère les étapes de pré-processing. Oui. Des outils de pré. Oui, c'est ça. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Pré-processing. Pas de questions? Donc là, voilà, c'est des exemples d'outils qui existent, des pipelines bien reconnus, comme tu citais justement Lina, Moser, Moture, je ne sais pas comment on prononce. À chaque fois, c'est des noms qui sont très durs à prononcer. Je ne sais jamais comment. Chime. UParse aussi, mais ça c'est plus. Donc c'est des pipelines. UParse c'est plus une suite logicielle. Enfin voilà, il y a plusieurs outils qui existent. Moi, après, je peux pas vous dire les spécificités. Je connais le nom, mais je ne connais pas plus que ça. Donc nous, on utilise un autre là, qui est Frogs, mais qui utilise quand même. Je me demande si UParse n'est pas utilisé quand même dans Frogs. On a les outils Swarm qui est utilisé justement pour le clustering et qui est utilisé dans Frogs pour le clustering. Et Dada2, aussi un outil qui s'appelle Dada2. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Dada. Je vois qu'avec des fois, quand c'est dans l'aspect de package avec lesquels tu peux faire une normalisation des données selon un algorithme de secteur. Ah ouais, d'accord. Ah, peut-être bien, ouais, d'accord. Et je pense que ça, c'est la nouvelle. Donc, c'est plutôt pour l'analyse, la normalisation, une fois que tu as ta table d'OTU. Alors. Ah. Donc après, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne vais pas dire de bêtises sur les différents algorithmes qui sont utilisés. Donc là, c'est des slides, hein, déjà. Je reprends des slides existantes, mais c'est un collègue à Montpellier qui avait développé cet outil de clustering qui s'appelle Swarm. Donc, on verra un petit peu tout à l'heure. Je vais passer. Donc, voilà. On arrive à Frogs, donc, qui a été développé à Toulouse et qui, en fait, est encapsulé dans Galaxy. Donc, Frogs for Find Rapidly OTU with Galaxy Solution. Donc, voilà notre TD là, de l'après-midi. Donc, obtenir une table d'OTU. Donc, quelques caractéristiques de Frogs. Donc, c'est utilise Galaxy. Ça peut tourner sur des données Illumina ou 454, à la fois 16S, 18S ou 23S.
Et ça utilise comme méthode de clustering, donc Swarm, qui était nouveau il y a quelques clustering, ça fait 4-5 ans quoi, que ça existe. Et ça offre différentes sorties graphiques permettant d'aider à l'interprétation des données. Donc, c'est assez visuel par rapport à d'autres outils en ligne de commande. En Frost, on a quand même des sorties un peu graphiques qui sont assez conviviales, qui aident à l'interprétation. Et voilà, il y a des modules indépendants les uns des autres. Donc, en fait, chaque module va pouvoir être connecté, mais peuvent être lancés aussi indépendamment. Donc, ce n'est pas un workflow, enfin, une seule brique qui fait tout, c'est on peut revenir sur certains modules, les relancer, essayer de changer les paramètres, etc. Donc voilà, ça c'est le workflow, justement, vous avez vu ce matin dans Galaxy, comment on faisait les workflows. Ça c'est la suite des différentes briques qu'on va lancer cet après-midi. On va les lancer une à une. Donc à partir des données, on va faire la première étape de pré-process. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas écrit pré-process, mais normalement c'est Frost pré-process qui va prendre les... Donc généralement on fait des séquences en pair N, donc qui sont séquencées dans les deux sens. Et là, donc, il y a un traitement qui va permettre de reconstituer des séquences correspondantes à l'amplicon qu'on a ciblé. Donc, deuxième étape, ça va être le clustering qui va permettre de rassembler les séquences qui sont similaires les unes par rapport aux autres. Et en plus de les rassembler, on va avoir cette notion d'abondance qui va être associée, savoir si une séquence elle a été clusterisée, mais avec un nombre très important, ou plutôt moyen, ou très faible. Après, donc, il y aura cette étape de suppression de chimères. On verra tout à l'heure en quoi ça consiste. Donc, il peut y avoir des fausses séquences qui ne sont pas représentatives de la réalité, qui ont été formées par la technique d'amplification, par les cycles PCR. Donc, on peut avoir des séquences artificielles qu'il faut enlever. Et ensuite, on a le filtrage, filtering de différents critères, des séquences, selon la contamination. Ça peut être des filtrations selon la qualité et selon l'abondance. Voilà, on verra tout à l'heure. Et ensuite, il y a l'étape finale, parce que finale d'affiliation d'OTU, donc là qui va aller, une fois qu'on a nos séquences représentatives, on va aller les blaster contre des banques de séquences 16S connues pour aller identifier à quel taxon ça correspond. Et ensuite, il y a affiliation stat pour faire des stats un petit peu sur les différents taxons qui ont été obtenus. Et on a aussi clustering stat. Donc ça, c'est un peu des briques à part de statistiques sur les étapes préalables. Donc, première étape, ça va être l'étape de pré-processing, donc qui va faire différentes choses. Pré-processing, ça va, donc ça c'est le cas de séquence pérenne. Vous allez avoir un séquençage à partir de primer dans un sens et dans l'autre sens. Donc les séquences elles vont être comme ça et vont normalement se superposer. Si la taille de l'amplicon est suffisamment courte pour que les reads puissent se chevaucher, normalement l'outil va pouvoir fusionner les séquences qui s'overlappent. Donc, on va générer des contigs qui sont représentatifs de l'amplicon. Donc, ça utilise un outil qui s'appelle Flash. Ça va aussi nettoyer les données selon la qualité de séquence avec un outil qui s'appelle CutAdapt, qui est très utilisé pour nettoyer les données de séquençage NGS, CutAdapt. Ça va aussi enlever les chimères. Alors ça, par contre, du coup, je ne sais pas trop
pourquoi il y a cette étape de chimère alors qu'il y a une autre étape après qui est dédiée pour ça. Alors, ça, je ne sais pas exactement pourquoi à ce niveau-là, on le fait déjà. Et sinon, ça va aussi enlever les séquences qui sont les doublons. Donc, l'étape de déréplication, ça va en fait, chaque séquence qui est présente, qui est strictement identique, ça va garder qu'un exemplaire, mais ça va garder en mémoire le nombre de fois où il a été trouvé. Oui. Si. Oui, c'est ça. Et ben, c'est Catadapt qui le fait. À cette étape, Catadapt, il nettoie les données selon la qualité et il enlève aussi le primer. Donc, là, voilà, ça va prendre les reads R1, R2. Je pense qu'il y a une diapo après qui est plus... Voilà, en fait, on peut avoir des données de différents formats, un format type séquençage MySeq, donc 454, ou alors on peut avoir des données déjà fusionnées. Donc, c'est assez souple, la première étape de pré-process pour Frogs. Et ce que ça va faire, c'est que ça va justement aller faire cet ajustement par flash, donc fast length adjustment of short reads. Ça va aller, il faut qu'il y ait cette situation-là pour reconstruire une séquence d'amplicon qui correspond en fait aux deux fragments qui ont été séquencés. Quand on est dans une situation où il n'y a pas de chevauchement, la première, là, c'est pas pris en charge. Du coup, c'est écarté. Et quand on a un overlap qui est trop avancé, où là, on a des extrémités qui ne recouvrent pas, ce n'est pas non plus pris en charge par France, enfin, par cette première étape. Donc là, on va commencer par cette première étape. Donc, on va utiliser, vous pouvez vous reconnecter sur l'interface de Galaxy, hein, et vous avez des données qui sont déjà dans les données partagées, Shared Data. Alors, si je reviens ici, dans données partagées, bibliothèque, normalement, vous avez formation métabarcoding. Et là, vous allez pouvoir importer vos différents fichiers. Donc là, vous allez avoir 8 fichiers. À chaque fois, vous avez 4 conditions. R1, R2, donc dans un sens ou dans un autre. Vous n'accédez pas? Ah, j'ai une petite manip à faire alors. Tu les as peut-être. Ouais, j'ai peut-être que je vais mettre en admin, c'est ça, faut que je mette en admin. Je ne sais pas si je vais pouvoir en même temps. Comment je vais faire? Je vais partager. Manage. Je sais pas comment les mettre. Tu sais comment les mettre en livre accès? Ouais. Il faut que tu retires Alexis. Et après. Bien mettre un tout dernier. Où je peux mettre tout le monde. Où je peux dire que c'est plus vite. Ouais, c'est bon. Comme ça, on fait dans... Si je fais save. Ouais, essaye. C'est-à-dire que je ne limite pas. Voilà, je teste. Ouais, je teste, ouais. Ah oui. Bien vu, merci. Ah oui, ton message, ouais.
Non, c'est bon. Bon. Ah oui, là, tu l'as. Tu le vois ou pas? Ouais, MetaBarcoding, c'est ça? Si tu cliques dessus. Ah Voilà. Normalement, vous devriez avoir accès maintenant. Alors, on retourne dans. Donc, vous allez dans Données partagées. Données partagées, formation MetaBarcoding. Voilà, donc là, vous pouvez vous créer un nouvel historique. Maintenant, vous savez faire les historiques. Dans votre galaxie, vous créez un historique MetaBarcoding et vous importez ces données. Donc là, il faut faire. Il faut sélectionner tout et faire export to history as dataset. Et là, vous sélectionnez un historique. Alors, je vais le refaire. Donc, je me crée un nouvel historique. Donc là, on fait as dataset, export to history as dataset, et vous choisissez l'historique dans lequel vous voulez l'importer. Donc là, on a des fichiers qui sont assez gros quand même, donc qui ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Élodie, si tu veux dire quelques mots peut-être sur les données ou Anubis, peut-être, comme si vous voulez expliquer ces données. On a des données qui sont... À chaque fois, vous avez donc un fichier R1 et un fichier R2. On a 4 conditions. 4 conditions différentes selon 2 gîtes. Si vous voulez en fait, là, ces séquences correspondent à des zones qui constituaient des gîtes où il y avait des moustiques. Donc, dans un cas, c'est des eaux qui ont été récoltées dans un baril à Chauvet, si vous voulez tout savoir, où il y avait déjà des moustiques, il y avait des larves dedans. Donc, on a récolté ces eaux-là et on extrait dans l'ADN et puis on a soumis ça en séquençage métabolique ciblant les gènes tenant pour le CSS bactérien. Et là, l'idée, on utilisait du maïs sec comme méthode. Et après, voilà, ça, c'est les fichiers qui sortent de cette analyse. Donc là, on a les eaux de gîtes, les 2 gîtes. Donc il y a ces gîtes qu'on a collectés sur le terrain à Chauvet. Et puis il y a un autre eau qui correspond à un gîte artificiel qu'on a créé dans les laboratoires. Donc le 1, c'est ah bon. Donc les 1, c'est les gîtes artificiels qu'on a créés dans les laboratoires avec de l'eau de robinet, on a rajouté de la levure. Et dans l'autre, c'est vraiment l'eau qu'on a récoltée sur le terrain sur un baril. Et après, donc, on a mis les moustiques dedans qui se sont développés dans les 2 eaux différentes. Et c'est pour ça que vous avez l'échantillon larve 1 et larve 2. Donc, larve 1, c'est les larves qui se sont développées dans les gîtes artificiels. Et les larves 2, c'est ceux qui se sont développés dans les gîtes de l'eau. Ouais. C'est ça. Donc là, ça fait, ça a été rapide. Vous allez tout récupérer tous. Vraiment. Merci en tout cas pour les données. Ça devrait marcher. Et après, il faut connaître. Deux séquences pour chacun. Séquence, Valérie, je pense que tu as vu la figure. Et un, c'est l'artificiel. Le J1, c'est l'artificiel.
Paris, ça a été solaire. Merci. Ah oui, très bien. Merci en tout cas pour les données. Donc là, si tout le monde a chargé, on va pouvoir faire la première étape. Donc vous voyez dans notre liste d'outils, on a voilà, cette partie métagénomique Frogs. On va voir tous les outils de Frogs qui sont rassemblés. Donc on a à la fois les outils de Frogs jusqu'à l'obtention, donc qui sont jusqu'à l'obtention d'une table d'OPTU qui sont appelés Frogs, et après il y a Frogstat, donc c'est tout ce qui concerne l'analyse plus stat basée sur R. Frogstat, Philosec, Frogstat, Philosec, etc. Donc on va voir toutes les briques qui commencent par Frogs en fait. Et on va faire première étape, Frogs Pré-Process. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, on va... C'est vrai que là, c'est écrit... par rapport à ta question, tu me demandais, Sylvie, si l'IonTorrent était pris en compte par ce type de séquenceur. Là, il propose Illumina 454. Je ne sais pas trop du coup, mais je pense que ça se réfère quand même. Mon avis, ça serait quand même proche. l'IonTorrent, je me demande si ça ne serait pas pris en charge. Hein? Bah oui, oui. Je pense que, à mon avis, ça pourrait... Il faudrait tester, voir ce que ça donne, mais... donc là, ce que vous allez faire, c'est donc on a des identifiants files by sample, donc on est dans cette situation. Est-ce que les reads ont été déjà contigués? Non, on n'a pas des. C'est dans le cas où on a déjà fait notre merging. Donc là, on va donner un nom à chacun de nos échantillons. Donc on en a 4 là. Hein. On a OJIT1, OJIT2, l'ARJIT1, l'ARJIT2. Et à chaque fois, on va renseigner du fichier R1, R2. Donc là, moi, je vais dire OJIT1, il faut écrire, éviter les espaces, parce que ça peut peut-être poser des problèmes après sur les outils qui viendront par la suite. Même éviter peut-être les underscores. Même. Le mieux, c'est d'avoir un seul bloc. OJIT1, donc là, je vais dire OJIT1 R1, OJIT1 R2. Après, vous faites insert sample et comme ça, vous faites les 4. Et vous rajoutez ensuite OJIT2, OJIT2 R1, OJIT2 R2, etc.
Et ainsi de suite. On fait les là, non? Ça pour les 4, ouais. Il faut définir en fait en 4 échantillons. Là. Okay. Et après, ça restera en mémoire dans le système et on aura l'association entre les séquences et les noms d'échantillons. Tu te souviens des tailles de... Non, sinon tu peux... Ah, ben non, tu ne vas pas pouvoir. Attends, je vais voir si... je vais me connecter sur cette machine. Ah, tu peux avec le VPN? Tu as du réseau ou pas sur ta machine? Parce que je voulais me connecter pour avoir les informations. Ouais. T'as pu te connecter? Ah bah super. Ah, c'est bon. Ah bon bah. Parce que là je sais plus les tailles en fait. Donc, des rides et puis les tailles d'amplicon. Je crois que c'est 450 pour les tailles d'amplicon et les rides ça doit être. Ouais c'est pas. Tu me diras ouais. Après, on a touché. Comment? Les autres paramètres, on a touché. Si, on a touché. On attend d'avoir les infos pour ça, parce que je ne les ai pas notées. Donc là, en fait, il va falloir renseigner de la taille des reads. Moi, il me semble que c'était 250. 350. Tu n'avais pas un truc à 301. Ah, 301, c'était ça. Je crois que c'était 301. Ah oui, ça me paraît assez bizarre que tu puisses. Non, mais c'est 300. 301. C'est ça. Oui, je ne sais plus pourquoi on est 301. Ah ouais. Ouais. Donc là, c'était la taille des reads, c'est 301. C'est tout? Oui, pour la taille des reads dans les deux sens. C'est des reads de taille 300 et un amplicon size de 450, je crois. Donc, on peut mettre minimum, c'est quoi du coup? 360 à 460, il me semble. Voilà. 350 et 460, on va dire que la taille de l'amplicon peut aller être variable de 350 à 460. Ah, par contre, les primers, est-ce que je les ai mis? Si tu as les primers, je veux que tu me les dictes. On va les écrire. AC. ACGC. DH. N. R. Ah ouais, c'est bon. Sans doute que c'était tout court. Alors, HO, CCTT. ACC, c'est fini? Donc ça, c'est pour le forward. Regarde. Peut-être non pas avoir des le mail que ça va être une autre système que l'on soit à 10 ans.
Ah, pour envoyer la séquence? Ouais, moi, ça c'est. Ah oui, c'est vrai. Si tu as accès à tes mails, tu peux peut-être répondre et mettre dans le. Mais moi, il va me le falloir aussi. Ah ben oui, si tu le renvoies, c'est pas bon. L'autre, c'est AC. ACG. Ah oui. Il faut prendre celle qui. Ouais, AAC. donc, prends celle que tu avais dans le. Ouais, mais en plus, il y avait un petit truc, on a vu que ça ne collait pas. Ouais. TTG. Ouais. DCC. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a des fois des bases dégénérées là, dans les files. Le R, le H, le W. Donc ça, vous pouvez rentrer ça pour le forward et pour le reverse. Comme tu veux. Hein. D'accord. Ouais, tu mets 250. Du coup, la taille maximale non, bah, tu mets de 200 à 300. Tu mets de 200 à 300. Dans les deux. Bah, tu dois le renseigner qu'une fois. Hein. Oui, dans les deux, du coup, ouais. Mais dans les minimums et les maximales, c'est la même chose. Ouais. ACG. C'est bon, On l'a reçu? Ah, c'est vrai que c'est plus facile un copier-coller. Et là, on va voir si Galaxy tient bon. Donc, une fois que vous avez mis ça, vous faites execute. Et vous avez 3 fichiers qui vont se créer pour la première étape de pré-process. Oui. Et l'année, erreur. Non, ça fait des erreurs. Mettre 300. On avait fait tourner en fait de commande pour avoir une estimation de la taille. Ça va, Alice? Alice, tu veux qu'on te renvoie les
Les primers, c'est ça? Et taille dans tout ton total Des rouges, mince. Ouais, peut-être qu'il essaie de relancer. Tu peux faire le petit. Attends, j'arrive. 350. Attends. 350 à 460. Oui. Bon, vous avez déjà Non, ça va. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai. Ça bouge. Ah non, mais c'est bon, j'ai reçu. Ok. Ça va, Alice, tu as reçu le mail? Est-ce qu'il y en a qui ont des. Ah, c'est bon, ok. Ouais. Ça va. On va voir si c'est. Ah mince. On regarde. Normalement, il n'y a pas de cette fois. Essaye déjà.
Donc là, vous avez les 3 fichiers de sortie. Donc un premier fichier qui correspond à l'ensemble des séquences au format FASTA. Donc ce qui s'appelle dereplicated, donc c'est-à-dire que c'est des séquences FASTA uniques qui sont retrouvées, les séquences qui étaient en doublon ont été supprimées. Donc on a nos séquences au format FASTA, il y a 144 000 sur l'ensemble de nos 4 échantillons. Et voilà, donc je pense que là, si on clique, voilà, on a sur chacune des séquences, ça correspond en fait à la séquence contiguée pour ce reads-là. Là, vous avez un nom de reads, et vous voyez size 2, donc en fait, on sait que size, donc c'est l'abondance, le nombre de fois où cette séquence a été retrouvée. Et vous avez comme ça 144 000 séquences. À côté de ça, vous avez un fichier TSV qui est équivalent à ça, mais qui est sous forme de matrice, qui va vous représenter pour chaque nom de séquence le nombre de fois où ça a été trouvé dans chacun des échantillons. Donc, la première séquence correspondant à ce read, à ce couple de read, a été trouvé dans le large JIT1, mais il n'a pas été trouvé dans les autres échantillons. Pareil pour le deuxième read. Le troisième read a été trouvé dans OJIT2, etc. Donc là, c'est un comptage, mais au niveau des séquences brutes, avant de faire un clustering. Donc on verra après qu'on va faire un clustering. Et ensuite, vous avez un petit rapport au format HTML. Où là, vous avez un comptage et différentes séquences au fur et à mesure qu'il a traité les informations. Donc, le nombre de séquences qui ont pu être assemblées, 410 000 qui ont pu être assemblées en un seul contigue. Après, voilà le nombre de séquences avec le primer 5' qui a bien été retrouvé, primer 3', avec la taille attendue dans la gamme de longueur d'amplicon qu'on avait donné, et sans n. Voilà, il va aussi supprimer les séquences où il y a des n. Et ensuite, vous avez le détail pour chaque échantillon. Pour OJIT1, OJIT2, etc. Vous avez le pourcentage de séquences qui ont pu être assemblées, enfin le nombre de séquences qui ont pu être assemblées, le nombre de séquences qui ont été gardées en gardant ces critères d'assemblage et de taille d'amplicon. Et vous pouvez faire des représentations sur les différents. Si vous sélectionnez l'ensemble des échantillons, vous avez donc la représentation, la distribution de taille des différents échantillons. Donc, on voit qu'on a un pic global aux alentours de 420, quoi, à peu près. 440. Donc, Alexis, là, les amorces sont encore éternues. Si, les amorces ont été enlevées, là. Ouais. Attends, pré-process. Before. En fait, tu as deux. Tu as le premier là qui fait que c'est avant et après pré-process. Donc là, c'est après élimination. Après élimination des primers. Donc, vous voyez, pour les différents échantillons, on est dans la même gamme taille d'amplicon.
Donc là, vous avez voilà, le nombre de séquences en fonction de leur taille. Hein. Donc là, ça permet de rectifier si vous voyez que votre taille que vous avez renseignée n'est pas. Voilà. Si vous retrouvez très peu de séquences, là, c'est qu'un peu plus proche. Donc là, ça garde. On avait spécifié entre 350 et 460 la taille. Oui. Alors, en fait, là, on va aller regarder les communautés, les informations en termes de bactéries qu'on va retrouver dans différents échantillons connectés. Différents milieux, de l'eau, de laboratoire, de l'eau de gîte. Voilà. Et donc, on va voir quelles sont les communautés bactériennes qui se retrouvent. Alors, on essaie de récupérer les séquences. On a les séquences, on va voir ces séquences à quel organisme. Est-ce que tout va bien pour toi, Alice? C'est bon? Ok, c'est cool, ça a fonctionné. C'est bon? Ok, cool. Qu'est-ce que tu as dû changer? Tu as changé le nom de ton fichier? Ah, super. Merci. Bon, après, on va faire donc le clustering. La deuxième étape, ça va être le clustering. Donc, à cette étape, les séquences vont être clusterisées en groupes. Donc, on va créer des clusters. Ça s'appelle, donc c'est là où on va générer des OTU, ce qu'on appelle des OTU, avec le logiciel Swarm. Donc, ça va prendre le FASTA en entrée qu'on a généré, donc le fichier FASTA avec l'ensemble des séquences et le fichier de comptage. Et ça va faire donc, ça va filtrer les séquences par abondance. Donc, les séquences de reads qui correspondent en fait aux reads, et on va prendre d'abord les séquences les plus abondantes. Et ça va faire déjà un premier clustering des reads en un premier run de cluster avec Swarm en utilisant une distance minimale de 1 à partir du moment où il y a une distance de 1 entre deux séquences. Ça va les clusteriser. Et après, ça va donc trier ces pré-clusters par abondance. Et ça va faire un deuxième run de clustering sur ces pré-clusters en utilisant une autre distance. Donc, ça se fait comme ça en deux temps. Mais voilà, là, on va le lancer en une fois, mais derrière, le clustering se fait en deux temps. Donc après, oui. Oui. Tu veux essayer là? Mais non, parce qu'il prend du FASTA, tu ne vas pas pouvoir lancer là. Oui, mais là, c'est du FASTA qu'il prend. Pour le clustering, c'est du FASTA. Ouais, non, si tu n'as pas fait ton étape de pré-process, essaye de faire une. Ah ben non, ça ne va pas le faire. Non, parce qu'il a une table d'abondance. Là, donc, je ne sais pas comment. Donc là, il faut aller. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail technique de clustering, mais voilà, là, il y avait quelques slides sur la manière de clusteriser. En fait, il prend la séquence la plus abondante qui est au centre, qui est très très abondante. Il va chercher à étendre son cluster en allant chercher les séquences qui ont juste une différence.
qui seront un petit peu moins abondantes et il va étendre comme ça son cercle de séquences de plus en plus abondants au moins abondants. Et il va comme ça étendre son réseau de différence, enfin son réseau au sein d'un cluster. Donc on a une séquence très abondante au centre, après un petit peu moins, etc. Jusqu'à trouver en fait des points de rupture entre les différents groupes. Donc c'est un algorithme un peu nouveau et qui est assez élaboré pour faire du clustering plutôt que de faire de la... Parce que par défaut, en fait, initialement, les outils de clustering, ils étaient basés sur le fait que deux séquences étaient proches à 97% d'identité. Donc ça, c'est une technique qui remet un peu ça en cause et qui est un peu plus poussée que juste prendre cette notion de 97% d'identité. C'est par rapport à la distance, en fait. Ouais, c'est par rapport à la distance entre deux séquences, en nombre de mutations d'une séquence à une autre. Donc, il tient compte de l'abondance en plus de ça. Mais du coup, dans cet algorithme, on ne peut pas paramétrer ces points de rupture. Non, il le gère lui-même. Voilà, là, là, il fait un premier run où il fait une différence. Donc, c'est pas par rapport à la taille de séquence, ça fait on a des RIS, faut calculer, mais on a des RIS de combien? De 300, une différence sur 300. Ça, c'est son premier run. Et le deuxième run, après, c'est à nous de le fixer. Donc voilà, c'est un peu des points de rupture, là, comme il représentait. On a des séquences on a une couleur très forte pour celles qui sont très abondantes. Et en fait, on a des points de rupture à décider entre différents clusters. Donc là, si vous reprenez, vous allez sur Frog Cluster, Frogs Cluster, Swarm. Donc là, il attend en entrée un fichier de séquence et un fichier de comptage. Donc le fichier de comptage, c'est notre fichier TSV où on avait la table de comptage. Et donc c'est là où on va pouvoir lui donner une distance en fait lors de son deuxième run qui est prédéfinie par l'utilisateur. Par défaut, on met 3, on avait dit 3. Donc, il fait un premier run où il met 1. Et voilà, la deuxième itération, c'est une distance de 3. Pardon. J'ai laissé par défaut. Oui, c'est par défaut.
Donc là, vous allez obtenir un nouveau fichier. Tout le monde a plus ou moins pu lancer ou obtenir déjà les sorties. Vous allez avoir un fichier, 3 fichiers de sortie. Donc, un fichier FASTA, encore, et là, donc, de séquences qui ont été clusterisées. Un fichier biome. Biome, donc c'est un format bien particulier qui est spécifique aux analyses métabarcoding. C'est un format en fait avec des accolades, format JSON en fait, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique. Et on a, voilà, c'est des formats un peu comme ça. On a les informations de chaque cluster avec des informations associées sous forme d'arborescence. Et on a un format TSV toujours. Enfin, d'ailleurs, c'est pas TSV ça. Je ne sais pas pourquoi il met TSV. En fait, là, pour chaque cluster, on a le nombre de séquences, la composition de chacun des clusters avec l'ensemble des reads qui font partie de tel ou tel cluster. C'est la composition en fait des clusters. Et dans le format FASTA, on a le nom des clusters. Par contre, je ne sais pas si on a les infos d'abondance. Donc, les abondances, normalement, sont dans les fichiers biomes.
Parce que pour chaque cluster 1, on a les fichiers qui le composent, enfin les séquences initiales qui le composent. Ah non, c'est une seule séquence, seed. Et il doit y avoir par contre les informations de comptage. Donc là, si vous faites ensuite frogs clustering stats, vous allez avoir un peu des stats sur votre étape de clustering. C'est clustering stats ou cluster stats? Frog cluster. Frog cluster stats, vous lui donnez votre fichier de clustering, de biome issu du clustering. Il va sortir quelques informations. Voilà, donc là, vous avez le nombre de clusters, le nombre de séquences initiales, donc 40 000 clusters pour 335 000 séquences au global dans nos échantillons. Et vous avez la distribution, enfin la distribution, le nombre de clusters pour chaque taille de cluster. Donc la majorité des clusters sont de taille 1, donc la majorité des clusters ont juste une séquence. Donc on a 36 000 clusters qui ont juste une séquence, donc qui ne sont pas, où il n'y a pas une grosse abondance. On a donc 90% des clusters, etc. On en a 1000 avec une taille de 2, 418 avec une taille de 3, etc. Donc, après ça, on va filtrer justement sur ces caractéristiques d'abondance pour ne garder que les clusters où il y a une certaine abondance et pouvoir comparer entre nos échantillons. Donc là, vous avez d'autres informations après sur la distribution de séquences, cumulative séquence proportion by cluster size, donc pour les différentes tailles de clusters, le pourcentage de séquences qui composent en fait ces clusters. Et là, vous avez aussi des infos par échantillon du nombre total de clusters qui ont pu être identifiés. Et vous avez un petit peu des statistiques sur les clusters, s'ils sont partagés entre, ou s'ils sont spécifiques de telle ou telle condition. Donc souvent, il y a un parallèle qui est fait entre les OTU et les séquences. Donc, on a toujours cette double affichage entre ce qui est issu du clustering et ce qui est issu des séquences initiales. Et on a une première hiérarchisation des échantillons selon la similarité de présence de tel ou tel cluster. Donc, on a un premier arbre unique en fait qui se dégage de cette comparaison entre les échantillons. Donc là, on voit que large J2 et haut J2 sont regroupés ensemble, donc sont plus proches. Donc, on a un effet, enfin, le J2 en fait qui a une caractéristique assez proche, que ce soit au niveau de l'eau que de là.
Après, je sais pas, là, on est au niveau global. Après, on va faire la même chose, mais en ayant filtré, en gardant que ce qui est vraiment abondant. Donc là, ce n'est pas forcément exploitable en tant que tel, mais c'est pour avoir déjà un premier aperçu. Donc après, voilà, on va faire l'étape de suppression des chimères. Donc ça, c'est un peu particulier, mais en fait, il peut y avoir des séquences chimériques qui soient produites de manière artificielle au cours de des différents cycles d'amplification par PCR. Parce qu'un amplicon, en fait, va pouvoir agir comme un primer de manière artificielle et générer des fausses séquences. Donc, il y a voilà, un article qui montrait qu'il y a entre 5 et 45% des risques qui vont former des chimères. Donc, ce n'est pas négligeable et c'est une étape qui doit être nécessaire pour faire l'analyse plus poussée. Donc, ce sont en fait, des séquences qui vont contenir, donc qui sont facilement détectables de manière informatique parce que c'est des séquences qui vont contenir à la fois le primer forward et le primer reverse à chacune des deux extrémités. Donc là, vous avez un exemple de chimère qui est présenté. Il peut y avoir une portion de l'amplicon qui avait commencé à être initiée qui va pouvoir servir de primer et donc générer des chimères. Donc là, vous allez pouvoir lancer l'étape de donc remove chimera. On va reprendre le fichier de séquence issu du clustering. Donc là, à chaque fois, c'est reconnu. Hein. Il n'y a pas trop à s'embêter là, parce qu'à chaque fois, il reconnaît comme étant la dernière étape. Donc, il prend le dernier fichier qui a été généré. C'est le dernier qui est au bon format. Donc, il n'y a pas trop à changer. Donc, on prend la séquence correspondant au cluster, le fichier d'abondance correspondant, et vous faites execute. Donc là, il n'y a rien à paramétrer de particulier. Ah oui, ouais, ça aurait été mieux. Non, mais là, je peux remonter directement. Non, mais je vais bien pour le sur la famille, là. C'est à 16h, 12 minutes. D'accord, on va pouvoir faire. On va voir comment. Pour faire la suite. Ouais. Oui, applique, hein. Ah oui. Du coup, ça peut être. C'est clair. Et puis en plus, là, on fait étape par étape, mais il faudra qu'on voit un peu. Ouais. Ouais. Bon, ouais, je pense que là, on va pas le voir en fait, parce que je ne sais pas si vous savez qui, mais le fork stack qui a l'extérieur du net n'est pas fonctionnel. Pour le moment, on n'a pas réussi à résoudre. Ouais.
c'est quand même pour tester, normalement, je peux rentrer au table. Quoi qu'il y ait une justice. Non, c'est les chamans, normalement, ça devrait être là. Ouais. Normalement, tu dois pouvoir faire le séparation, que ça soit. Oui, même si tu as la tête de il y avait une erreur, non, c'était en sortie, il fallait rajouter en sortie de. Non, enlever. En sortie de prod, c'est enlever ça. Parce qu'en fait, on considère. Enfin, ah oui, on va peut-être le redire. Donc là, si vous continuez, vous avez donc la part de séquence qui a été supprimée parce qu'elle contenait des chimères. Donc en termes de clusters, donc ça c'est au niveau des clusters et au niveau de l'abondance, des séquences. Donc là, on a à chaque fois, on a toujours un fichier en parallèle, un fichier biome et un fichier FASTA. Donc là, maintenant, on n'a plus que 35 000 séquences, alors qu'on en avait 40 000 tout à l'heure. Donc, on a 35 000 séquences et on a le fichier biome correspondant qui a été nettoyé et pour lesquels on a enlevé les chimères. Donc, à chaque fois, dans le fichier biome, on a ces clusters plus les informations d'abondance. Et donc, après, on arrive à l'étape d'assignation. Comment? Ah, il y a fait. Oui, Sylvina. L'abondance qu'on observe avec l'eau digit 1 et l'eau digit 2, 1 c'est 32 736, 45 et 105 423. Pourquoi tu compares ça après? C'est quoi les nombres de... Là, c'est le total. C'est le nombre total de séquences que tu as en lien avec les différents clusters que tu as gardés jusqu'à maintenant. Donc, la taille cumulée de l'ensemble de séquences que ça représente. Oui, donc les là 1 et là 2, c'est comparable. Mais l'eau 1 et l'eau 2, la différence du nombre de séquences, est-ce que les résultats après sont pas biaisés? Dans des cas comme ça, ça montre qu'il faudrait faire d'autres réplicas. Aussi, il faut quand même les comparer, comment j'arrive à comprendre la machine, c'est 32 726. Justement, après, on va filtrer sur l'abondance pour garder vraiment que ce qui est très abondant. Où là, on va pouvoir plus être comparable, mais c'est vrai que tu vas avoir des différences. De toute façon, au départ, déjà rien qu'au départ, tu as des grosses différences oui, donc il y a peut-être une étape de normalisation, mais je crois que ça arrive après, ça, la normalisation des tables d'OTU, pour faire les comparaisons. Et ça puisse comparer ces échantillons avec des abondances différentes dans les élites. Oui, voilà. Ouais. Du coup, je pense qu'il y a une étape quand tu as des grosses différences comme ça où tu peux faire jouer la normalisation. D'accord. Donc là,
l'étape d'après, ça va être le filtering. Fox Filters. Donc là, de la même manière, on va filtrer sur la sortie de... Tout le monde en est bien obtenu là? C'est bon, ça tourne? Ouais. Donc pareil, hein, sur les sorties de Remove Chimera, donc que ce soit le fichier séquence ou le fichier d'abondance. Donc là, on va filtrer sur... premier filtre, on va l'appliquer sur le nombre. C'est là où on pourrait filtrer justement sur le nombre de séquences à garder, pour garder que celles qui sont les clusters qui sont suffisamment abondants. Donc là, on avait mis une valeur, nous, en proportion qu'on avait... je ne sais plus d'où on avait tiré ça, mais c'était pas... Ouais, donc on avait mis une valeur à 0,0005 pour ne garder 4 zéros. Après la virgule, ouais. C'est un point. Bon, vous pouvez essayer d'autres seuils. Hein. Nous, on avait mis ça, mais... Après, on peut garder, filtrer sur la taille de l'OTU. Ça peut être soit en nombre de séquences, soit en proportion de séquences. Une proportion par rapport aux séquences initiales. Donc là, on a 0,00005 séquences au minimum sur l'ensemble des séquences qu'on avait. Et on va aussi faire un filtre sur une banque qu'on a, une banque de contaminants qui s'appelle THX, où on a des séquences qui sont connues comme étant des potentielles contaminations dans les expériences de métabarcoding. Donc, on a cette base de données que vous pouvez renseigner aussi. Oui. Ah, merci. Ah, parce que tu n'avais pas possibilité? Ah oui. Ça, c'est une valeur que nous, on avait obtenue. Enfin non, on s'était basé sur ce que l'IA avait fait pour l'analyse. En fait, c'est une estimation de la quantité de séquences par rapport à ton nombre total. Donc, si tu veux de rythmes que tu as total de rythmes que tu as dans tes échantillons, au départ, tu as des nombres importants. Donc, si tu veux au minimum 3 séquences dans un OTU, donc c'est une estimation, c'est un pourcentage, mais tu pourrais le mettre en nombre aussi. Tu peux le... Non, je pense qu'il doit y avoir... Ben là, ils mettent des valeurs qu'on peut... Des exemples. 0,001. Bon, après, je ne sais pas, je n'ai pas trop de recul là-dessus pour avoir... Je ne peux pas vraiment te dire. Mais... Ah, il faut sélectionner Apply Filter ici. Filter en OTU, in sample, OTU size, et sequence percentage. Donc ça, c'est pour filtrer sur l'abondance ou filtrer sur le nombre d'occurrences. Tu vas? De rien. Merci à toi. David? Oui, il revient, il est parti faire une petite course, il revient. Donc là, vous choisissez aussi contamination banque et vous pouvez mettre ce seuil. Contamination banque, tu as apply filter. Apply filters ici, oui. Après, on a touché.
On va essayer après. Ouais, c'est ça. La correction de... Je ne refais pas. En fait, sinon, ça trop de bruit. On va avoir des trucs très peu abondants. En fait, là, ouais, ça permet. En fait, on va voir. On a vu qu'il y avait combien tout à l'heure? Il y a 35 000 séquences. Et là, quand on regardait sur les 35 000, on regarde 2 000. Voilà, c'est 970. En fait, vous allez voir, là, on en garde très peu par cette étape de filtering. On va garder que 1000 séquences sur les 15 000. 970 sur les 35 000. Donc, en termes d'OTU, on a éliminé énormément. Par contre, en termes d'abondance, on n'a pas éliminé beaucoup. On a éliminé que ça. On a gardé une bonne partie de l'abondance de nos séquences. Par contre, on concentre en très peu d'OTU toutes nos séquences, quoi. Ouais. Et je crois que voilà, ça c'est plus bas. Donc là, on peut regarder justement ce qui a été éliminé, mais je crois qu'il n'y a pas de contamination dans nos. Non. Donc tout ce qui a été supprimé, c'est sur le critère de l'abondance. Donc là, en fait, vous avez le détail par échantillon. Donc là, on voit quand même qu'il y a quand même, c'est vrai, des différences entre les échantillons, mais qui sont quand même amoindries par cette étape-là. Ouais, si, quand même, il y a des bonnes différences. Entre le JIT1, l'arf JIT1 et l'arf JIT2, c'est vrai qu'il y a un bon de différence. Mais bon. Donc le nombre finalement de clusters qui sont gardés dans cette colonne. Donc il n'y a pas de suppression par les contaminations ici. Ouais. Et là par contre, ouais. Ouais. En fait, je crois que là, si on fait filter stats, c'est ça, filter stats après, on va voir justement la taille des OTU. Il me semble que c'est après. Cluster stats. Ah non, c'est plus tard. On le verra encore après. Donc là, on va faire, en fait, le truc, c'est que l'étape suivante, elle est longue à tourner. Donc, je vais vous partager ma sortie, ou je vais vous le montrer, peut-être plus simplement, parce qu'on arrive il est déjà 16 h. Donc, je vais vous montrer l'étape suivante consistait en fait à faire l'affiliation. Donc là, pour faire l'affiliation, on utilise une banque de données qui s'appelle Silva. Donc, c'est la version 138 de Silva, qui est une banque de données de séquence 16S, auquel on a associé donc les informations taxonomiques. Et on va pouvoir donc utiliser cette ressource-là pour identifier chacun de nos OTU
en lui donnant les informations d'abondance. Donc, en fait, voilà. Là, je ne vais pas le lancer, mais parce que ça avait mis 1 heure à tourner quand même. Donc là, comme on est nombreux, on ne va pas le lancer, puis on ne va pas attendre 1 heure. Ça aurait été l'occasion de faire une pause café, mais bon, là, ça va faire tard. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. Là, du coup, tu peux le rentrer d'autres databases si tu veux. Oui, voilà. On peut rechercher, si on a d'autres ressources, voilà, on peut donner d'autres banques comme ça. Donc là, je switch, je vais sur un historique où j'avais déjà traité les données pour vous montrer. Donc, si on fait affiliation, là, j'avais fait affiliation. Après, on a des stats, affiliation stats. C'était où qu'on avait les tailles? Ah oui. Donc là, on a les informations en fait de nombre de phylums, de classes, d'ordres, de familles, de genres qui ont pu être affiliés à chacune des séquences pour les différents échantillons. Et vous voyez, on a des graphes de ce type où on voit sur les courbes de raréfaction, on a pour une classe donnée, donc là on est sur une classe, on voit que plus on rajoute de séquences qui ont été échantillonnées, plus on va découvrir de nouvelles classes dans la hiérarchie de la taxonomie. Ça, on pourrait le faire à différents niveaux. On peut le faire aussi donc, au niveau de l'espèce, par exemple. Et on peut voir déjà aussi au niveau comparatif, une petite comparaison les différents échantillons. On voit que pour le larvgite1 et puis augite1, on a une diversité, nombre d'espèces découvertes qui est beaucoup plus faible, ce qui correspond en fait à l'eau de labo, beaucoup plus faible que l'eau du gite2 et les larves du gite2. On a une densité plus forte avec beaucoup moins de séquences évaluées. Et après, vous avez la représentation globale des affiliations sur l'ensemble de nos échantillons. Donc là, ça, c'est une représentation avec ça s'appelle Chrona, qui permet de parcourir un peu l'arborescence, qui n'est pas forcément très pratique, mais qui donne une vue sur les différentes classes de bactéries qui ont été identifiées. Donc, Enterobacter, Pectobacterium, multi-affiliation. Donc, après, on peut aller ouvrir. Je vais voir ici. À un niveau donné, on va pouvoir ouvrir et regarder comment ça se décompose après au sein de Bacteroidales. Donc voilà, là je suis à différents. Je ne sais pas comment ça se. Donc là, je l'ai fait pour l'ensemble, mais après, on peut le faire pour un échantillon donné. Et on va pouvoir regarder et comparer la représentation, la distribution des espèces qui sont retrouvées dans notre échantillon entre les différents échantillons. Donc, entre celui-ci, je les perds. Voilà, larve J2, si je regarde au J2. Donc, vous avez aussi les multi-affiliations. Multi-affiliation, c'est quand c'est que le système il n'a pas pu assigner une espèce quand on est trop avancé dans le. C'est pas assez discriminant pour
assigner une espèce, donc on doit descendre d'un cran dans la hiérarchie taxonomique. Donc, plus on avance dans la hiérarchie de taxonomie, plus on va avoir de la multi-affiliation, en fait. Et ça peut être un critère, du coup, pour choisir si on présente les données au niveau d'espèces ou au niveau des genres, si on voit qu'on n'arrive pas à déterminer les espèces. Parce que je vois que dans plusieurs articles de méthodologie comme ça, parfois ils s'arrêtent au niveau de famille, parfois ils s'arrêtent au niveau de genre. Ouais. Voilà, selon voilà, si tu avances, du coup, tu as moins de précision, donc il vaut mieux s'arrêter plus tôt pour. Donc, ça, c'est la sortie de l'affiliation par Frogs, l'affiliation STAT. Et vous avez aussi des représentations d'arbres phylogénétiques sur l'ensemble de vos échantillons, enfin l'ensemble de vos clusters. Donc là, ça n'apporte pas vraiment d'informations, mais bon, on a quand même un arbre phylogénétique de l'ensemble de vos clusters, mais là, on n'a pas les informations associées à l'assignation. Donc, il faudrait, je ne sais pas si on va avoir le temps là, je voulais vous montrer, parce qu'on peut en fait, après, continuer et puis aller voir, faire les analyses statistiques, et on aurait une représentation d'un arbre phylogénétique, mais avec la colorisation selon la hiérarchie taxonomique. Donc là, si je reviens, voilà, là ici, on a aussi des informations sur ah oui, non. Là, c'était Frogstree, c'est un autre outil. Hein. Et vous avez aussi cet outil qui est important si vous voulez pouvoir poursuivre et faire des analyses comparatives statistiques, c'est aussi faire une transformation du fichier biome en fichier, ce qui s'appelle le standard biome, pour pouvoir être compatible avec d'autres outils, notamment un outil qu'on a utilisé aussi qui s'appelle Shaman, qui a été développé à Pasteur, Paris, qui permet de faire des analyses comparées à partir des fichiers d'abondance issus, donc ça c'est les tableaux TLU final, et ça va pouvoir être pris en entrée par Shaman et par les outils Frogstat aussi, qui ne sont pas fonctionnels encore, mais qui sont présents ici. Donc vous avez la possibilité après d'importer dans Frogstat, c'est Frogstat Philosec import data. Vous pouvez faire toutes les analyses statistiques qui découlent en important le fichier biome qui ont été transformés en format biome standard avec l'arbre phylogénétique et un fichier qui explique un fichier sample où vous devez renseigner des informations pour chaque échantillon. Donc là, on avait deux variables, la variable du gîte et la variable du substrat, on avait mis entre haut l'arbre. Et on va pouvoir après faire des comparaisons sur ces différentes variables et voir quelle variable va jouer sur la composition des communautés bactériennes qui sont recueillies. Mais bon, là, on ne va pas avoir le temps d'aller plus loin, parce que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a moyen de partager le workflow? Ouais. Ce workflow-là, on va le mettre en place. En fait, c'est un workflow qui est linéaire, qui est assez simple. Donc, on va bientôt le mettre en place et le rendre disponible justement sur l'instance, la Curve. Et puis après, il y a un autre workflow, plus pour l'analyse statistique, mais qui n'est pas encore opérationnel et qu'on mettra aussi en place. J'espère. Ah oui. Ah non, c'était
Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? C'est vrai que c'est un peu court là, sur l'après-midi par rapport à ça. On ne peut pas voir dans le détail. On a pris un peu de retard. Et puis c'est vrai qu'il faut plus de temps pour explorer ça. Ouais. Après, c'est intéressant la partie, c'est vrai, analytique derrière, elle est pas mal. Mais chez Shaman, donc Shaman, justement, on a essayé avec Shaman, on a fait enfin, Elodie a fait. Ah non, Shaman, du coup, c'est pas dans Galaxy. Non, c'est un site internet. Et en fait, eux, ils n'utilisent pas, enfin, je ne sais pas trop, je ne pense pas que ça passe par Galaxy. Ouais, c'est deux choses différentes. En fait, la Frogstat, qui fait l'analyse statistique, le comparaison, c'est significativement différent entre conditions, et Shaman, qui fait un peu d'équivalent, avec différentes représentations graphiques. Voilà, mais donc tu as comparé, donc toi, tu disais que c'était. Moi, je trouve que c'est Ouais. des analyses de l'évaluation qui sont mieux dans le champ. Ouais. Et toi, tu disais que c'était mieux pour avoir une vue globale, peut-être Global, avec Frogs. Et après, quand on assigne des genres et des choses comme ça, je trouve que Shaman est c'est un peu plus facile d'utiliser Shaman. Je ne sais pas si tu te souviens sur les barcodes. Oui. Là, dans Frogs, ça enlève carrément, quand on vient de déplacer, ça enlève les barcodes. Je trouve que les barcodes sont plus faciles sur Shaman. Ouais. Donc après, c'est bien d'essayer un peu en parallèle pour les métabarcoding, les deux outils, puis en extraire un peu le mieux, le meilleur. Ouais. Oui, après, voilà. Oui, parce qu'ils se basent sur les mêmes tests statistiques. Après, c'est juste une question de visualisation, de navigation qui change. C'est les mêmes tests qui sont faits. Ah oui, il y a une map qui est sympa. Ouais. Mais, ouais. Voilà, si vous avez d'autres questions ou des remarques, alors on fera peut-être... Oui, d'autres questions? On refera peut-être une autre session, peut-être, si on a le temps, si on arrive prochainement, là, mais à voir, peut-être plus orienté sur la génomique bactérienne et génomique comparative, si on arrive à mettre en place les outils. Et voilà. Donc, merci à tous d'être venus, d'avoir participé. C'est sympa d'avoir venu aussi nombreux. Merci. Allô, merci à vous d'avoir suivi aussi. Vous avez pu suivre comme il faut?